Merci beaucoup à tous les participants et participantes derrière vos ordinateurs en ce moment. C'est un réel plaisir pour moi d'échanger en début d'après-midi avec Laetitia et Boris. L'occasion également de remercier le MEDEF qui permet au club de pouvoir présenter ses missions, ses actions. Et puis l'AFMD qui est une organisation sœur du club. Donc merci beaucoup. Comment ça va se passer? Vous aurez l'opportunité de poser des questions, de faire des commentaires. Il y aura 2 temps pour des questions, donc n'hésitez surtout pas. La deuxième session aura lieu tout de suite après la nôtre et ce sera sur Maya, sur l'insertion des jeunes. Merci beaucoup Maya. Alors, notre discussion d'aujourd'hui porte sur la place de l'inclusion pour le manager dans les compétences managériales. Mais je souhaiterais quand même commencer par définir les concepts de diversité et inclusion avant, bien évidemment, de vous passer la parole. Qu'est-ce que la diversité et qu'est-ce que l'inclusion? Alors, la diversité est l'ensemble des différences visibles et invisibles. Si tu veux bien m'aider un tout petit peu, que je revoie un tout petit peu mes notes. Surtout en ce moment, le terme diversité, c'est un peu un concept tarte à la crème. Donc la diversité est un ensemble de différences visibles et invisibles, telles que le sexe, l'âge, le handicap, la nationalité, l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, le style de communication, le style de pensée, l'éducation, l'expérience professionnelle. La diversité est donc, comme le disait Werner Myers, que beaucoup de professionnels diversité et inclusion connaissent, la diversité, c'est comme être invité à une fête et l'inclusion, être invité à danser. La diversité peut être assimilée à la quantité, tandis que l'inclusion implique beaucoup plus la qualité. Diversité, c'est donc avoir une place autour de la table et l'inclusion, avoir une voix autour de cette table. L'inclusion apparaît ainsi comme la culture d'entreprise qui permet de se sentir accepté par les autres. Une culture inclusive procure un sentiment d'appartenance par le salarié, évitant ainsi le sentiment de posséder une différence qui exclut, qui sanctionne ou qui infériorise. L'inclusion est une culture qui favorise le sentiment d'être valorisé, même si votre point de vue est différent de celui de la majorité. Un environnement où vous pouvez exprimer vos opinions librement sans être jugé. Alors, je me tourne vers vous, Boris et Laetitia, en ayant toutes ces 2 définitions en tête. Que pouvez-vous nous dire du club 21e siècle? Beaucoup de choses. Vas-y, Laetitia, je te laisse la parole. On m'entend, c'est bon? Non, vas-y, je te laisse peut-être commencer par dire quelques mots sur le club. Ça marche, en remerciant de la même façon qu'Alvin, l'AFMD et le MEDEF pour nous laisser ce temps d'échange et ce temps peut-être pour ceux qui ne connaissent pas assez de mieux comprendre le sens de leur mission. Alors par rapport à ta définition, Alvin, ça nous donne vraiment l'occasion de resituer ce qu'est le club. Dans ce que tu disais sur la question de la diversité, c'est que la diversité, elle est plurielle. Donc tu parlais du sexe, des LGBT, du handicap, et que pour Boris et moi, cette question en fait de la diversité, évidemment, elle doit être entendue dans le sens le plus large possible, mais en revanche, qui embrasse trop mal étreint, et donc le choix qui est un choix fort du club, c'est d'abord de prioriser la diversité socio-culturelle, sans exclure les autres, mais en priorisant celle-là. Et en priorisant celle-là, pourquoi ? Parce qu'en fait, de toutes les diversités, le constat qu'on fait, Boris et moi, que je pense qu'il y a un constat général, c'est que les autres formes de diversité dans leur représentation et dans leur incarnation avancent. Alors sans doute pas assez, moi je pense à l'égalité femmes-hommes sur laquelle je suis également impliquée, mais elles avancent, mais que cette question de la diversité socio-culturelle, dans le fond, si on fait un petit bilan entre il y a 15 ans quand le club a été fondé aujourd'hui,
certaines choses ont avancé, d'autres non. Et que le constat global, c'est qu'on est très en retard sur là où on devrait être. Donc là, c'est le premier sujet. Voilà, tu me permets par ta présentation de la définition de centrer ce sur quoi nous, on souhaite agir et ce sur quoi nous, on agit avec un objectif qui est bien celui que tu présentes. C'est-à-dire que toutes les formes de diversité puissent s'épanouir et qu'on soit évidemment au-delà de la représentation numérique dans une inclusion. Et là, ça revient, ça met le doigt sur un autre sujet que Boris et moi portons vraiment de manière extrêmement forte. C'est la question des représentations. C'est-à-dire que pour que tout le monde ait une valeur et pour que tout le monde contribue, en fait, que ce soit à l'entreprise, à la société, c'est la question des représentations que les autres font de ces personnes qui incarnent la diversité et la représentation que ces personnes issues de la diversité se font d'elles-mêmes aussi. Donc dans nos préoccupations très fortes avec Boris, il y a bien entendu cette priorité sur la diversité socioculturelle, mais qui n'est pas exclusive, comme je viens de le dire. Et il y a ce travail sur les représentations qui est pour nous extrêmement important. J'ajouterais, merci pour cette invitation, j'ajouterais que ce travail en fait s'inscrit dans déjà plus de 15 ans d'action du club sur ce sujet de la diversité d'origine et socioculturelle. Ces 15 ans, plus de 15 ans en fait, le club a été fondé en 2004, juste avant que n'éclatent les émeutes de Clichy-sous-Bois et qui ont donné, qui ont ému et qui ont ébranlé toute la France et au-delà. Ça a donné une résonance particulière au club. C'était un collectif à l'époque jeune, aujourd'hui un peu moins jeune, cadres de la fonction publique et du monde de l'entreprise, qui sont toujours assez actifs, assez présents au sein du club. Et le club, en fait, s'est élargi. Je reviens sur ce petit historique, qu'est le club 21e siècle, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Le club s'est élargi pour aujourd'hui rassembler ce collectif de femmes et d'hommes au parcours inspirant. Au parcours académique, professionnel, d'engagement inspirant, un vivier de femmes et d'hommes qui sont inspirants par leur action surtout, par leurs croyances, par leurs actions, par ce qu'ils font concrètement dans la société, au nom de cette diversité qu'on pousse avec le club 21e siècle. On insiste beaucoup avec Laetitia sur ce point-là. Le club 21, c'est une association qui est dans l'action, qui est dans le pragmatisme. On se dit think tank et do tank. À la vérité, on est surtout do et do tank. On insiste vraiment là-dessus. Ce qui ne nous empêche pas de réfléchir à ce qu'on fait. On est un peu think aussi. Mais on est do tank dans le sens où, on flèche ces membres qui composent le club 21e siècle. Je vois là, Alvin, Gloria dans la salle, qui sont des dignes représentantes de ce club, pour faire avancer nos sujets sur deux axes majeurs. C'est l'éducation et c'est l'emploi. L'éducation, c'est par des actions en fait de mentoring, de coaching vers des jeunes qui sont identifiés comme étant des jeunes pousses, qui ont du talent, en potentiel en devenir, mais qui n'évoluent pas nécessairement dans un contexte favorable pour comprendre et pour aller vers ces parcours d'excellence. Et donc nous avons contribué, créé cette association qui a vraiment eu un gros impact dans la société, en accompagnant plus de 60 000 jeunes, les entretiens de l'excellence, il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, les entretiens sont indépendants, volent de leurs propres ailes. Nous sommes toujours très, très partenaires et nous avons des membres du club qui continuent à agir au sein des entretiens d'excellence et d'autres sujets encore vers lesquels nous fléchons nos membres pour aider ces jeunes à avancer. Viens voir mon taf, qui est un autre partenaire du club dans lequel on croit beaucoup et qu'on continue en fait à accompagner. C'est très important. L'autre sujet, c'est le monde de l'emploi. Quand on pense par exemple à ces femmes, on parlait de la diversité de genre, donc cette diversité qui avance, mais qui n'en est encore qu'au balbutiement, qui est une grande cause du quinquennat du président. Mais donc cette diversité de genre, et quand elle est cumulée à une diversité d'origine, on a affaire à des femmes issues de la diversité qui rencontrent un double plafond de verre. Et pour les accompagner, pour les aider à crever ce double plafond de verre, il y a cette action formidable qui a été mise en place il y a maintenant 4 ans et que Laetitia connaît très très bien, qui s'appelle Révélateur, avec un petit jeu mot d'un arrobase au milieu, révélateur, qui accompagne des femmes concrètement dans la cité, qui ont un beau parcours académique, qui bossent, qui sont efficaces, mais qui, pour des raisons pas toujours très objectives, en fait, n'arrivent pas à progresser, à avancer. Et peut-être que Laetitia, toi qui connais très très bien ce sujet,
et qui est mentor sur Révélateur. Tu pourras en dire 2 mots? Alors, je crois que Calvin a une question sur les programmes. Oui. Donc peut-être, Calvin, qu'est-ce que tu préfères? On va parler du programme, ça m'intéresse. Ce que Boris vient de dire, si je prends l'exemple de Pfizer, et j'ai des collègues qui sont actuellement connectés, des collègues que je félicite, notamment les référents d'INI France, qui ont permis la création d'un groupe sur la diversité justement ethnique et culturelle. Et clairement, un club, le programme Révélateur, c'est un programme qui peut être intéressant, notamment pour nos collaboratrices issues de diversité ethnique. Donc, si tu peux m'en dire un peu plus. Alors, je vais en dire un peu plus, avec peut-être, si tu me permets, un complément par rapport à ta question, qui était dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Qu'est-ce qui raccroche aux questions d'inclusion et de diversité? Alors, ce qu'on est, Boris le disait, c'est un collectif très varié. Et la force, en fait, de ce qu'on est, c'est représenter la diversité, en fait, qui réussit, voilà, qui arrive à des parcours exemplaires, inspirants, dans des domaines très, très variés. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'un des sujets, c'était de faire changer les représentations, l'existence et la composante même du club, elle fait bouger ces représentations en montrant des exemples concrets de réussite dans des domaines. Voilà, je suis du domaine public, Boris du domaine privé, et dans le fond, à nous deux, on est aussi très représentatifs de la panel, en fait, des formes de réussite de la diversité. Et ça, c'est important aussi pour agir sur les mentalités. L'autre sujet sur les représentations, et là ça fait le lien aussi avec Révélateur, c'est que c'est par l'action. Quand on est sur Révélateur, alors je vais en parler pour aussi continuer à répondre à ta question qui est celle du lien entre diversité et inclusion. Voilà, on a les femmes dont parlait Boris, c'est-à-dire ce constat que voilà, je pense qui est maintenant devenu assez simple en fait à appréhender, que les femmes sont face à un double plafond de verre dans leur vie professionnelle. La question se pose de manière encore plus crue, en fait, ou de manière plus aiguë quand on est femme et quand on est issu de la diversité. Sauf qu'il y a un sujet, quand on est femme, dans le fond, sur lequel on peut aborder la question avec ses collègues. Voilà. Je cite souvent l'exemple de je pars en congé maternité, j'ai un N+1 dont je ne sais pas très bien de quelle manière il va prendre le sujet. Je peux en parler à des collègues, et d'ailleurs hommes ou femmes. La question de j'ai eu telle remarque ou ce que je représente en termes d'origine représente telle question, et par rapport à telle remarque de mon manager, qu'est-ce que je dois en penser? Est-ce que dans le fond, voilà, c'est son humour qui est un peu déplacé, ou est-ce qu'il y a un sujet beaucoup plus profond que je dois appréhender? Et cette question-là de ce que l'origine en fait culturelle représente, finalement, elle est très peu prise en compte dans l'entreprise, parce que tout simplement elle est pas nommé ou peu nommé. Donc, ce qui est peu nommé est extrêmement compliqué à traiter. Et donc, le programme Révélateur, qui a été créé par le club, par Ingrid Bianchi et Florence Bourgiche, il y a vraiment, moi je trouve, cette force d'avoir un format très simple pour des résultats très puissants. Format très simple, c'est de dire, en fait, pour des femmes qui ont déjà des parcours intéressants, et pas prendre le sujet de la diversité que sur des personnes qui sont en difficulté. Elles ont déjà des places intéressantes, mais cette question-là peut être un enjeu essentiel pour passer l'étape d'après ou pas. Donc le format, c'est de dire, on vous propose des mentors, qui vont vous accompagner professionnellement avec tous les sujets que vous voulez mettre dans cet accompagnement. Mais la question de ce que vous êtes en tant que femme et issue de la diversité a toute la place que vous souhaitez lui donner. On ne vous réduit pas à ça, mais vous avez là un espace où vous pouvez traiter cette question dont on sait qu'elle est importante pour vous. Et moi j'ai accompagné ces 2 personnes. L'année dernière, j'avais une jeune femme d'origine marocaine. Cette année, j'ai une jeune femme qui est brillante, qui travaille dans une banque d'origine sénégalaise. Quand on voit ce que produit ce parcours, où il y a cette relation directe avec le mentor, où on crée aussi des lieux en fait où les mentis peuvent se retrouver entre elles, et des ateliers, c'est une combinaison de tout ça. À la fin du parcours, moi je suis bouleversée par les progrès, par l'avancée en fait que la personne que j'accompagne a pu faire. C'est-à-dire je suis pas là pour lui donner les réponses, mais je suis là dans un dialogue avec moi. C'est une manière en fait de partager les questions et de grandir toutes les deux. Elle, je la vois grandir, mais moi ça me fait énormément progresser aussi. Et quand je disais format simple, résultat puissant, à la fin du programme, les résultats font que plus de 90% de ces femmes accompagnées estiment qu'elles ont trouvé les moyens de briser le double plafond de verre. Et plus de 90% estiment qu'elles ont fait un bond substantiel en termes de leadership.
Donc voilà, c'est vraiment... là, je trouve que une réponse très concrète à ta question, Alvin, ça veut dire quoi, le club ? Eh bien, le club, c'est sur ce sujet fondamental des représentations, créer des outils, et des outils qui font que ces femmes-là vont pouvoir changer la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes, souvent, des représentations qui sont parfois auto-limitantes, et quand elles changent, ça veut dire que leur entourage change également. Merci beaucoup pour la réponse. Et quand on parle justement de la place de l'inclusion dans les compétences managériales, et c'est bon, et j'espère que les managers ou les personnes qui nous écoutent en ce moment trouvent cette opportunité effectivement de collaborer un peu plus même avec le club. Parce que, à mon avis, le club permet aussi à ces managers, à ces dirigeants d'entreprise de répondre à ces problématiques-là, parce que des fois, ils ou elles ne savent pas faire en interne, parce que simplement, elles n'ont pas été éduquées sur ces dynamiques propres à des profils, ces femmes différentes, et qui, des fois, doivent être coachées d'une certaine façon qui va elle-même être différente d'une autre femme. Donc, je vais revenir au club, et ça va être une question assez personnelle, toujours en lien avec le sujet de la diversité et l'inclusion. À toi, Boris. Pourquoi avoir rejoint le club déjà, et pourquoi avoir accepté d'être coprésident ? Ensuite, ce sera à Laetitia de répondre à cette question. Aïe. Alors, coprésident, et j'insiste là-dessus, effectivement, c'est un choix très très fort pour Laetitia et moi. On va en reparler. La question 1, c'était pourquoi ? Pourquoi ? Parce que mon parcours personnel en fait m'a amené à faire des études et à occuper des fonctions qui m'ont plu, dans lesquelles je me suis retrouvé, et puis à changer d'entreprise et aller toujours vers des univers qui me correspondaient. Et c'est plutôt assez évident, c'est un constat de voir que cette chance n'est pas forcément donnée à tous et à toutes. Et quand je suis tombé, il y a peut-être 6-7 ans, sur un article en fait, qui parlait du club et qui parlait déjà à l'époque de ce double plafond de verre, ça m'a intrigué, ça m'a inspiré, voilà, j'ai laissé passer un peu de temps. Je suis retombé sur un autre article qui reparlait d'un autre sujet en lien avec la diversité d'origine, toujours autour du Club 21. J'ai frappé à la porte du club à l'époque, donc c'était il y a 4 ans. J'ai pu rencontrer Jacques Galvani, qui est par la suite devenu président du club. Laetitia et moi avons pris sa succession. Et je suis entré au club et j'y ai trouvé mon compte en termes d'action, en termes de rencontres où ça fusait plutôt bien et vite sur des idées et des actions concrètes pour faire avancer ce sujet dans la société. Aussi bien donc au niveau des actions dans le monde de l'éducation que des actions dans le monde de l'entreprise, aussi bien en termes de représentation individuelle que de représentation collective. Ce sont nos 2 axes. Et puis, chemin faisant, voilà, on m'a contacté il y a à peu près 1 an, en octobre dernier, pour me dire, écoute, on pense à toi peut-être pour la suite. Bon, très bien. Et puis Laetitia racontera aussi son expérience. Et puis finalement, voilà. Alors, je suis d'origine croato-israélienne par mes 2 parents, eux-mêmes d'origine turque, d'Algérie et du Monténégro, un peu dans tous les sens. Je suis né en France, je suis franco-israélien, mais cette diversité et cette volonté d'avancer est relativement œcuménique et très 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 positive, me parle. J'ai envie de donner un coup de pouce, j'ai envie de pouvoir échanger avec celles et ceux qui en auraient besoin, qui auraient besoin d'un conseil. J'ai grandi dans une cité de la banlieue nord, on a bougé avec ma mère sur Paris quand j'avais une dizaine d'années. Et j'estime que j'ai de la chance de m'en sortir. Alors, on bosse tous, mais il y a ce petit coup de chance du destin qui aide. Et aujourd'hui, par le club, en fait, je m'y retrouve parce qu'on est vraiment dans le concret, dans l'action. Et quand l'opportunité s'est présentée de prendre la suite du club, quand on est dans le club, en fait, on se rend compte que des sujets avancent, qu'il y a encore, cela étant dit, d'autres sujets qui restent à pousser. Et il y a cette volonté de faire avancer ce sujet de manière très très positive et pragmatique. Et on n'était pas trop de 2 pour relancer la machine. Et puis avec Laetitia, voilà, on s'était rencontrés 2-3 fois à l'occasion d'échanges autour du club, de petits déjeuners, de dîners. Et puis on s'est fait une sorte de speed dating
En tout bien, tout honneur. Oui. Hein. Mais voilà, on s'est posé, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on formerait pas un binôme, un duo qui pourrait faire avancer le club avec des complémentarités qui sont évidentes dans nos parcours personnels et professionnels. Et on s'est lancé dans cette aventure et jusqu'ici tout va bien. Laetitia ? J'écoute toujours la réponse de Boris avec attention parce que dans le fond, moi je continue à apprendre et depuis que je suis au club, parce que je suis rentrée en même temps que Boris il y a 4 ans, voilà, moi c'est un club qui continue à me faire grandir en fait en termes de réflexion et en termes tout simplement d'engagement citoyen. Moi je suis rentrée il y a 4 ans pour différentes raisons. Il y a une raison de ce que j'ai réussi à faire. Moi je me sens très épanouie professionnellement. Je me sens épanouie du point de vue voilà de ma place dans la société et à la fois voilà je suis extrêmement reconnaissante à l'école républicaine. Moi j'ai été élevée par une mère seule et qui m'a donné beaucoup de choses, mais sans cette école républicaine j'ai le sentiment que je ne serais pas là aujourd'hui et sans des rencontres importantes que j'ai pu faire je ne serais pas là. Et donc moi j'ai eu envie, comme Boris, comme ce qui caractérise aussi beaucoup de membres du club, envie de rendre. Voilà, il y a le terme anglais qu'emploie souvent Boris, give back, mais pouvoir, moi je dis mettre en mouvement l'expérience que j'ai eue avec ses chances, avec ses difficultés aussi, mais que ce parcours serve à quelque chose. Et puis comme beaucoup de membres du club, moi je suis mère d'une jeune adolescente de 16 ans. Et à la fois, j'ai parfois une insatisfaction sur ce que la société lui donne, sur ce que l'école républicaine, voilà, je vous ai dit toute la gratitude que j'ai envers cette école, mais j'ai aussi des attentes. Et une de ces attentes, c'est qu'est-ce que donne aujourd'hui la société à nos jeunes et à tous pour comprendre la diversité du monde dans lequel on est aujourd'hui. Parce que voilà, la compréhension, je pense, évite beaucoup de raccourcis, évite beaucoup de préjugés et nous met dans des dispositions qui sont plus promptes à l'enrichissement. Parce que moi, l'autre élément qui m'a fait venir, c'est d'entendre parler de diversité quand ça va mal. Quand il y a un plan sur les banlieues, quand il y a eu, voilà, je suis rentrée au club, c'était pas très longtemps après les attentats du Bataclan, et que ce que je constate autour de moi, c'est que cette diversité, elle apporte, et qu'à un moment, si elle apporte, il faut aussi être capable de se mobiliser à des endroits où on est capable de faire valoir ce point de vue, et ce point de vue qui n'est pas assez entendu. Donc voilà, moi je suis rentrée au club pour tout ça, parce que je trouve que voilà, tout en étant, moi je suis fonctionnaire, je fais le choix de la fonction publique parce que c'était un vrai choix d'engagement citoyen. Je pense aussi que la société civile, elle a une capacité à faire, et quand on arrive à mettre ensemble des énergies et des talents comme le club, on peut faire la différence. Donc je suis rentrée au club pour contribuer directement en tant que citoyenne, pour pouvoir avoir cet échange en fait avec à la fois des personnes qui sont issues de la diversité, qui n'en sont pas issues, c'est une des autres caractéristiques du club, et ça renvoie aussi à ce qu'on est, c'est-à-dire ce qu'on est. Et tout à l'heure quand on parlait des représentations, c'est que le sujet des représentations et de faire avancer la diversité ne concerne surtout pas uniquement les personnes qui en sont issues. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Et quelque chose, moi, auquel je suis attachée, qui a fait que je suis rentrée dans ce club, cette dimension républicaine de pouvoir représenter la France dans toute sa diversité, mais vraiment dans toute sa diversité. Et ce que j'ai appris, et qui fait aussi que j'ai accepté les fonctions de coprésidente, c'est que voilà, moi je venais pour m'engager sur des actions. Et dans le fond, ce que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus grand que ce que j'espérais avoir, beaucoup plus grand parce que les discussions qu'on a entre nous régulièrement, les actions qu'on construit ensemble, parce que le fait de construire et de porter des actions, il y a un dépassement de soi, un apprentissage, une humilité qui sont pour moi des valeurs essentielles, et tout simplement parce que par nos actions, on parlait de révélateur, qui est une action qui fonctionne, on crée de l'impact. Donc pouvoir faire partie de cette aventure-là, moi je trouve ça merveilleux, je me sens vraiment très privilégiée de pouvoir être membre, parce que autant ou même plus que coprésidente, je me sens membre du club 21e siècle. L'aventure avec Boris, je regarde Boris, elle est née d'un moment en fait, oui, où il y avait un renouvellement de présidence qui se profilait. Alors très sincèrement, je m'attendais pas du tout à ce qu'on pense à moi pour cette présidence. Et quand on me l'a proposé, assez vite j'ai dit oui. Assez vite j'ai dit oui parce que pour toutes les raisons que je viens de présenter là, pour tout ce qu'on est capable de faire au club.
Et quand j'ai rencontré Boris, qu'on a discuté et qu'on a vu qu'avec des parcours extrêmement variés, moi je suis née au Congo de 2 parents congolais, plutôt de culture catholique. J'ai vécu ensuite en Roumanie, je suis arrivée en France ensuite. J'ai une mère qui a galéré financièrement, un père beaucoup moins. Je suis tout ça. Je suis du parcours public et c'est extrêmement important pour moi de pouvoir entendre une personne qui a un parcours complètement différent, avec lequel on converge sur les orientations de fond et avec lequel on converge sur la manière d'y aller. Et le fait de pouvoir incarner un leadership collectif, pour moi, c'est très symbolique de ce que ça veut dire aussi la diversité. La diversité, c'est de l'innovation. C'est absolument, dans le fond, une innovation en termes de leadership que d'être capable de porter un leadership collectif. Et c'est aussi ce qu'on est capable de faire en poussant le sujet innovation. On le dit, le sujet diversité, on le dit souvent. Le sujet diversité, c'est un sujet qui crée. Il crée de la valeur économique, qui crée de la valeur sociale évidemment, de la valeur économique et de l'innovation. Ce leadership, il est innovant et ce leadership, il nous semble pour nous particulièrement important parce que cette cause aussi de la diversité, elle doit être portée par tous. Et qu'on incarne au sein d'un binôme en fait de présidents cette solidarité nécessaire. Et puis il y a ce qu'on fait à deux qu'on ne fait pas seul. Quand on est à deux, on est obligé de parler, on est obligé de discuter, souvent d'être d'accord, parfois de ne pas l'être, mais cette discussion, elle nous enrichit quoi qu'il arrive, et elle nous donne, je pense, encore plus de force, pour faire en sorte que le club ait plus d'impact, que notre parole et nos projets aient encore plus d'audience. Absolument. Parlons d'impact. Il y a le sujet de la mesure. Comment fait-on pour accélérer la diversité et l'inclusion ? Il y a le sujet de la mesure peut parfois être très polémique. Et j'aime bien un terme anglo-saxon qui dit « What gets measured, get done ». Ce qui est mesuré est fait. En parlant de mesure, et on parle aujourd'hui de compétences managériales. Que pouvez-vous dire à un manager qui vous écoute aujourd'hui ? Comment peut-on mesurer ? Quel exemple ? Un exemple du club. Alors, ce que tu dis en anglais, en fait, on l'entend aussi en français, on le traduit par « ce qui ne se mesure pas ne compte pas », tout simplement. Et juste pour conclure sur la prise de parole précédente, en duo avec Laetitia, c'est que, vous le voyez, cette volonté, en fait, de faire avancer notre sujet, au-delà du simple prisme de la discrimination qui est tellement réducteur quand on parle de diversité, cet angle-là, pour nous, il est très positif. Tout à l'heure, je disais, jusqu'ici, tout va bien. Certes, mais il y a encore un sacré bout de chemin, il y a encore vraiment, vraiment du boulot. Donc c'est pour ça qu'on s'y attelle. On n'est pas dans cette approche angéliste ou naïve, on est vraiment dans un partage, on est dans un partage positif, constructif pour faire avancer le sujet, l'expliquer avec pédagogie et être dans une démarche, non pas hashtag name and shame, mais plutôt name and honor. On est vraiment dans cette volonté de mettre en avant ce qui va bien et ce qui marche. Et pour faire en sorte de bien le mettre en avant, il faut le mesurer. Il faut le mesurer. Aujourd'hui, il y a ce sujet des stats techniques qui revient en boucle et en boucle en France surtout. Alors on entend souvent c'est interdit, ou alors au mieux on entend ouais mais c'est très très compliqué donc on va pas s'y lancer. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ce sujet des stats techniques. Aujourd'hui, les stats techniques en France, c'est possible. C'est très encadré par la CNIL, la Commission nationale information et liberté, et par l'article 1 de la Constitution. C'est très encadré, mais c'est réalisable. C'est réalisable et on va s'y atteler. Un premier baromètre avait vu le jour il y a 4 ans. Il mettait en avant un chiffre désespérément bas et qui montrait, qui mentionnait que seulement 1% des membres des conseils d'administration du CAC 40 étaient issus de la diversité d'origine non européenne. Quand on parle de l'Europe, c'est 4%. Et là, vous avez des Italiens, des Polonais, non européennes, donc maghrébines, asiatiques, etc. 1%. Donc on part de très très loin. On dit avec Laetitia qu'il y a beaucoup de travail, il y a du boulot parce que on l'a vu encore tout récemment. Le baromètre du CSA qui vient de sortir ne montre pas des évolutions franchement positives. Donc également dans ce sens-là, il y a un effort à faire en termes de représentation dans les médias notamment, entre autres. Quand on parle de mesures et quand on parle de baromètre, on se lance sur ce sujet, on s'y lance avec toute notre force et avec tout l'appui d'un grand cabinet de conseil. On est sur le point de signer ce partenariat, donc on n'est pas encore en mesure de vous le dévoiler. C'est un des grands cabinets qui nous accompagnera pour évaluer, via un baromètre, de la diversité en entreprise. Voilà, l'état des lieux. L'état des lieux dans un temps
ça sera l'état des lieux en fait des membres du COMEX et des N-1 du COMEX au sein des entreprises du CAC 40. Donc nous avons commencé à solliciter une série d'entreprises du CAC 40. Ceux qui nous écoutent ici et qui ont éventuellement reçu le message ou qui n'auraient pas encore reçu, nous vous incitons à prendre attache avec le Club 21 pour qu'on puisse en parler et pour que nous puissions avancer et puis vous donner les 2-3 éléments qui correspondent à cette étude, à ce baromètre. Nous avons déjà plusieurs entreprises de CAC 40 qui ont accepté de nous suivre. On part sur déjà une dizaine de confirmations. On ne réussira peut-être pas à avoir les 40 entreprises de CAC 40 en année 1. L'objectif étant qu'à horizon 2 ans, 3 ans, 4 ans, on répète cet exercice, qu'on comprenne l'évolution de la diversité dans les instances de gouvernance. Donc je disais tout à l'heure, CAC 40 et N-1 du CAC 40. Ça sera demain les conseils d'administration également. Ça sera demain le SBF 120 également. Donc on parle vraiment d'une représentation et d'une compréhension de cette mesure au sens assez large du terme. Et sur 2 axes, la diversité d'origine et la diversité socioculturelle. D'accord. Sur un questionnaire qui durera entre 5 et 7 minutes par employé à remplir. Donc c'est une vraie démarche. Laetitia le mentionne aussi souvent, à raison, c'est pour nous extrêmement important qu'au niveau de la direction générale, au niveau du boss de l'entreprise, il y ait ce commitment, cet engagement très très fort qui doit venir du top. Si ça ne vient pas de la présidence directement du groupe, de l'entreprise, ça ne descendra pas et ça ne sera pas pris en charge. Donc voilà, on avance sur ce sujet, c'est important de mesurer pour engager derrière. Laetitia, tu veux rajouter quelque chose ? Complément très rapide, parce que je fais une petite piqûre de rappel sur ce qu'on dit souvent, parce que c'est un message essentiel pour Boris et moi, c'est la dimension positive et d'entraînement. À ce baromètre, en fait, seront assorties des bonnes pratiques. Le sujet, c'est bien pas de pointer ce qui ne va pas, mais de créer en fait les bases, tout simplement, d'une compréhension de là où on est. Et puis aussi de pouvoir proposer en face des outils ou en tout cas des modèles qui permettent une progression. Troisième sujet sur lequel on va également progresser dans les années à venir, c'est faire le lien, comme on le fait sur les femmes, parce que moi j'aime bien l'exemple en fait de l'égalité femmes-hommes, puisque finalement c'est la prise en compte vraiment active et proactive, elle est assez récente et finalement les progrès ont été assez nombreux. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous inspirer. Sur les femmes, ce qu'on a fait, c'est aussi mesurer. Donc, évidemment, quand on mesure, tout à l'heure, tu posais la question, Alvin, de comment est-ce qu'on fait en sorte que le management, en fait, se saisisse d'une question. Sur la question du baromètre, on est sur tous les niveaux de l'entreprise. Évidemment, il faut qu'il y ait un niveau de priorisation dans les instances de décision les plus élevées, mais c'est un sujet qui va permettre aussi de servir de manière très, très concrète la pratique managériale. L'autre sujet qui concerne les managers, mais qui concerne tout le monde, y compris les chefs d'entreprise, c'est la compréhension que ce sujet de la diversité, je le disais tout à l'heure, c'est pas seulement un enjeu social, il y a un lien très clair avec un levier de performance sociale et économique. Et pour ce faire, les prochaines étapes en fait du baromètre, ce sera aussi pouvoir faire une corrélation, comme on l'a fait sur les femmes, entre montée en fait de la diversité au sein de l'entreprise, notamment dans les instances de direction, et amélioration en fait des résultats économiques. Je cite, c'est vrai qu'on cite régulièrement ce chiffre avec Boris parce qu'il est très marquant. C'est pas un chiffre français, parce qu'en France on ne le mesure pas comme ça, mais c'est un chiffre qui est très révélateur d'une grande banque anglo-saxonne qui est Goldman Sachs, qui a décidé à compter de juillet de cette année d'arrêter d'accompagner l'introduction en bourse de boîtes qui n'avaient pas en fait dans leur COMEX de représentants de la diversité. Alors le constat il est très simple, c'est que sur une analyse de 4 ans, la valorisation boursière d'une boîte dans laquelle il y a un représentant de la diversité, c'est plus 44% sur 4 ans en moyenne. Quand il n'y en a pas, c'est plus 13%. Donc c'est pouvoir en fait allier ce sujet de la mesure, en faire un outil à la fois pour établir dans n'importe quel endroit, si on veut prendre sérieusement une question en charge, il faut savoir où on en est. Donc si une entreprise veut mettre en place un plan d'action en matière de diversité, elle doit être capable de mesurer. Et elle le fera, ce plan d'action, avec d'autant plus de volontarisme qu'elle comprendra qu'il y a un vrai sujet de performance économique et d'innovation, comme on le disait tout à l'heure. Absolument. Je regarde l'heure, c'est bon, il nous reste 3 minutes avant les questions. Maintenant les questions. On va prendre peut-être la première question.
Oui, on a une question qui reprend ce qui avait été dit tout à l'heure sur la représentation. Et on nous demande, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la représentation en entreprise est importante ? Je vais commencer. Je donne un exemple très concret. Je donne un exemple concret qui rebondit sur ce que disait Boris, la lutte contre la discrimination. Voilà, nous, on porte le message au sein du club que, évidemment, la lutte contre la discrimination, il faut le faire. Le sujet, c'est que c'est important, mais pas suffisant. Donc, quand on joue sur les représentations, un exemple classique, c'est un patron qui se fait pincer en testing. Donc, il est obligé de recruter quelqu'un. Il le fait. En revanche, si lui n'est pas persuadé, en fait, dans sa conception de l'apport de la personne qui vient de recruter, il y a peu de chances que cette personne-là avance. Et tout de suite, ce qui va se faire, c'est en fait une recréation d'un autre plafond de verre. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que lutte contre les discriminations, bien sûr, mais il faut se donner les moyens de changer aussi l'approche qu'ont les employeurs en général, les petites, les grandes entreprises, les employeurs publics, de la valeur, en fait, en termes de potentiel professionnel et économique des personnes qui recrutent ici de la diversité. C'est pour leur intérêt. Donc là, je donne un exemple très concret de représentation, mais pour dire que voilà, des lois en fait qui imposent seules, sans changer les représentations, à un moment, les blocages en fait, les cloisons de verre, de métal, d'acier, elles se recréent tout de suite. Tu veux rebondir là-dessus ? Alors moi, sur le sujet de la représentation, après, je connais pas le contexte de cette question. Je pense qu'aujourd'hui, les organisations se doivent d'être le reflet, le miroir de nos sociétés, le reflet de leurs clients. Alors moi, je travaille dans une industrie pharmaceutique. On se doit d'être le reflet des patients. Donc c'est important, du coup, pour une entreprise de s'assurer d'avoir au moins en son sein une bonne représentation de ces personnes qui composent la société. Tu me permets, Alvin ? Oui. Ce que dit Alvin est hyper important, c'est-à-dire que on parle souvent de la question des rôles modèles. C'est que derrière la question des rôles modèles, en fait, ce qui se joue, c'est les représentations et parfois aussi le fait de permettre de briser des représentations auto-limitantes. Quand, par exemple, on va parler des COMEX, on va parler des places les plus importantes au niveau de l'État, au niveau privé, on ne voit que des personnes qui ont une forme de représentation en fait de la société très très partielle, très limitée. C'est-à-dire que on voit un gros décalage entre la France réelle et les dirigeants. Comment est-ce que moi, qui ne représente pas, en gros, ce qu'on voit toujours des dirigeants assez classiques, je me projette ? Comment est-ce qu'en tant que femme, par exemple, je me projette parfois dans une carrière scientifique à un niveau très élevé, alors même qu'il y a peu de femmes dans ce milieu-là ? Donc le sujet de la représentation, en fait, il se travaille à différents niveaux. Il se travaille. C'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup sur la question de la représentation de la diversité dans les conseils d'administration, dans les COMEX. Le sujet, c'est pas l'élitisme. Le sujet, c'est que plus la représentation va loin et haut, et plus on ouvre en fait des espaces de représentation. Le premier sujet ou la première difficulté en matière d'égalité des chances, c'est la représentation. Si soi-même on est dans une représentation auto-limitante, ma foi, les dispositifs peuvent exister. On n'ira pas parce que tout simplement on se dit c'est pas pour nous. Donc une des grandes questions et qui est une question majeure en termes d'égalité des chances, c'est déjà se dire c'est possible. Et le c'est possible, c'est les deux à la fois. C'est les personnes qui recrutent ou les personnes dans le milieu dans lequel j'ai envie d'aller travailler. Et c'est moi-même me dire que dans le fond, j'ai aussi ma place là-bas. Merci. Boris, tu souhaites rajouter quelque chose ? Non, vous avez parfaitement toutes les deux résumé le sujet. C'est ce chiffre que l'on citait tout à l'heure de Goldman Sachs, qui a décidé, qui a pris cette décision d'introduire à partir de juillet en bourse uniquement des entreprises qui avaient au sein de leur COMEX des personnes issues de la diversité, de genre ou d'origine. Et encore une fois, c'est pas par simple altruisme ou volonté de cocher les cases du RSE, c'est par un souci de performance. Oui. Et dans cette compréhension de la mixité au sein de la performance, on est très souvent dans de la perception. Et donc, c'est lié à des croyances. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que par le club, avec le club, nous devons avancer dans cette démarche positive, constructive, en amont comme en aval, pour expliquer de manière assez pédagogique et par l'exemple, à la fois des parcours des membres du club
et à la fois par du mentoring et de l'accompagnement, aussi bien aux dirigeants que c'est comme ça qu'on y arrive, et que la sortie de crise devra se faire pour y arriver par une prise en compte de la diversité, sujet éminemment d'actualité, et casser ces barrières autolimitantes qui, elles, concernent en fait les populations issues de la diversité, qui effectivement parfois se disent non, là c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Ce qu'on me projette en fait ne me renvoie pas une possibilité d'accéder à ce type de fonction, qu'on soit dans l'entreprise, dans les médias ou dans les services publics. Donc aligné. Une autre question du chat. En tant que responsable diversité, comment convaincre son top management de s'engager sur ce sujet et de prendre la parole ? Alors, ça, c'est une question qui m'est adressée. Je vais prendre un exemple au sein de Pfizer. L'avantage que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est que le sujet de la diversité et inclusion fait clairement partie de la culture d'entreprise. Nous avons 4 traits culturels. Nous avons l'excellence, nous avons le courage, nous avons la joie et nous avons l'équité. Aujourd'hui, clairement, je n'ai plus besoin de convaincre les dirigeants. Moi, mon périmètre est européen. Ils sont tous engagés, ils sont tous convaincus. Où je les accompagne, c'est notamment sur les sujets de mesures. Je les éduque aussi, parce que sur tous les sujets liés à la diversité et l'inclusion, nous n'avons pas le même niveau de maturité, parce que nous venons de milieux différents, nous venons de parcours différents. Là où moi je m'attelle à véritablement travailler, c'est sur l'éducation notamment de ces dirigeants-là, leur apprendre à avoir en tête aussi les biais que nous avons tous, ces a priori-là. Maintenant qu'ils sont formés notamment sur ce qu'on appelle au sein de Pfizer la culture inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire d'être manager inclusif ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dirigeant inclusif ? Et lorsqu'ils sont formés, on travaille avec un consultant en externe. C'est maintenant que je sais que j'ai des biais. Comment je me soigne, entre guillemets, au moment où je dois attirer des talents, au moment où je dois recruter ces talents, au moment où je dois les développer en interne, et au moment où je dois les promouvoir. Donc c'est ça mon rôle au sein de l'organisation en ce moment. Pour terminer, on nous pose une question plus en lien avec les définitions. Est-ce que vous pourriez nous donner la différence entre origine sociale, origine socio-culturelle ou origine ethnique, qui sont des termes qui reviennent un peu souvent ? Elle n'est pas évidente, celle-là. Je peux me lancer. On est tellement solidaires qu'on trouvait la question délicate, on se demandait lequel allait répondre. Et on est prêt à se jeter à tous les deux. Mais on va le faire à deux. Alors, je crois que là, sans être sociologue et sans être fermé non plus sur le champ d'action, le périmètre qui concerne le club 21e siècle, par origine, par diversité d'origine ethnique, on va vraiment identifier des zones géographiques et dans l'esprit de ce qu'on porte, principalement non françaises, européennes, voire non européennes. Quand on va traiter de sujets qui touchent plus au socioculturel, ici, on sera typiquement, on restera éventuellement en France, mais on portera le sujet pour promouvoir, pour valoriser la diversité qui ne serait pas strictement 100% parisienne et issue des milieux les plus favorisés des grandes métropoles françaises. L'idée étant que toujours dans cette mélange, dans cette mixité qui doit favoriser la performance de l'entreprise, qui doit faire avancer le sujet, qui doit nous aider à sortir de la crise. Ensuite, effectivement, il y a souvent une joyeuse confusion entre ces différents termes. Voilà, l'approche qu'on défend au club, c'est la diversité d'origine, au sens où on l'entend clairement, c'est d'origine non française, non européenne. On va volontairement aller chercher cette diversité, Laetitia l'a dit tout à l'heure, en priorité, parce qu'aujourd'hui, c'est la moins simple, la moins facile à porter en France pour des raisons qui sont souvent subjectives ou en tout cas historiques et liées à un passé de colonisation en France, à un passé historique parfois douloureux et pas complètement assumé. Donc nous avançons dans cette direction. Nous sommes complètement solidaires de la diversité de genre qui, elle, est relativement évidente. Une femme, un homme, qui commence à être porté, mais ça n'est pas abouti, ça n'est pas terminé, la route est encore longue.
Voilà, donc volontairement, nous nous positionnons, nous, en priorité sur cette diversité d'origine et par extension, je dirais, cette diversité d'origine non européenne, non française, non européenne et socioculturelle pour faire en sorte d'attirer vers des postes à responsabilité et vers de la visibilité et de la représentation des personnes qui ne seraient pas issues d'un sérail. Laetitia ? Alors il faut compléter sans contredire. Mais en fait, en fait, ce qui est intéressant derrière cette question, ça renvoie au malaise, à un malaise ou à une difficulté française en fait à nommer les choses. Dans d'autres pays, on se pose même pas la question de ce qu'on met derrière tout ça, et que là, on touche du doigt un sujet sur lequel on doit progresser, c'est que pour avancer, pour traiter et aussi reconnaître, il faut nommer. Voilà, et il n'y a pas de sujet en fait. Comment dire ça, le fait d'organiser un tabou, un malaise, plutôt que de nous aider en fait derrière de la pudeur. On pense aussi nous que dire les choses, c'est pour pouvoir les traiter correctement. Après, évidemment, je partage tout ce que dit Boris sur la définition. Le socio-culturel, en fait, il renvoie à un constat, c'est que souvent il y a un doublon en fait entre l'origine d'un autre pays, d'une autre référence culturelle et la difficulté sociale. Et qu'il faut pouvoir aborder vraiment de manière commune ces deux questions-là. Donc voilà, c'est le positionnement fort du club. Il n'y a plus de questions ? Alors, pour rester dans le thème du jour, la place de l'inclusion dans les compétences managériales, bien évidemment, Boris et Laetitia, vous les avez déjà un tout petit peu évoqués au travers de vos réponses et commentaires. J'aimerais quand même donner une définition du terme, j'ai failli parler en anglais, management inclusif ou leadership inclusif. Alors, le leadership inclusif renvoie à la prise en compte par un dirigeant, par un manager, des différences susceptibles d'exister entre différents employés d'une organisation ou d'une entreprise. Le leadership inclusif est la capacité de diriger avec succès ces différences, essentiellement des personnes de divers horizons, expériences. Une question pour Boris, de par ton expérience professionnelle, un exemple de management inclusif, de compétences. De compétences ou de management d'action. Oui, management inclusif. Un exemple de management inclusif. J'en ai trouvé des exemples au sein de chacune des entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler. Peut-être justement parce que c'était des grands groupes qui avaient les moyens de mettre en place ce type de management, parce que ça a un coût. Ça a un coût associé au risque déjà, et ça a un coût associé à cette innovation sociale qu'on mentionnait tout à l'heure. Je mentionnais peut-être l'entreprise Estée Lauder Companies, qui est l'entité qui regroupe les marques Estée Lauder, Clinique, etc. J'ai effectué une mission au sein du groupe avant de prendre la direction de la marque Clinique au Benelux et en France. J'ai effectué une mission en Inde et au Moyen-Orient pendant quelques mois. Et là, l'enjeu, c'était de travailler sur la local relevancy de la marque Clinique dans ces zones géographiques. Pourquoi ? Parce que cette marque Clinique, en fait, la plupart d'entre vous la connaissent. Elle a des codes très très simples, plutôt très européens, très anglo-saxons. Et comment faire en sorte que ces codes-là réussissent à s'imprégner et puis à impacter des cultures plutôt très différentes au Moyen-Orient et en Inde. Et donc là, des équipes tout à fait mixtes se sont mises en place pour travailler sur ces sujets, pour comprendre les différentes carnations, les différents types de peau, comprendre leurs réactions par rapport à la pollution, par rapport au soleil. Et de ces équipes mixtes et de ces travails en collaboration entre plusieurs populations d'origines différentes, en fait, sont nés toute une gamme de produits qui a contribué à faire de cette marque en fait en Inde et au Moyen-Orient un succès assez retentissant. Un autre exemple peut-être rapidement, c'est au sein du groupe LVMH et de Moët Hennessy en particulier. Enfin, pour ma part, j'ai connu Moët Hennessy, des formations sur les biais. Tout à l'heure, tu parlais de biais. Oui. Les formations sur les biais inconscients, unconscious bias, a été mise en place. C'était saisissant en fait.
on entre tous dans cette salle devant un formateur, un coach. En l'occurrence, il était internalisé à LVMH, pensant qu'on est tous complètement dans la tolérance de strictement toutes ces diversités. Et il y a eu beaucoup de surprises. Et là, en fait, on a envie de dire à ceux qui se découvrent un biais inconscient envers le handicap, l'homosexualité, la diversité d'origine, on a envie de leur dire, mais ça n'est pas grave, ça va bien se passer. Ce qui est important, c'est de prendre conscience du sujet. Et c'est surtout de faire en sorte que, justement, ces patrons n'approchent pas la question en se disant « Moi, c'est bon, je connais, je maîtrise, je suis quelqu'un d'éminemment tolérant, et puis de toute façon, personne n'ira me dire le contraire, puisque je suis le boss. » Ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on a tous, strictement tous, ces biais inconscients. Tous. Donc voilà, c'est un fait. On les a tous, il faut travailler dessus. De reconnaître que nous avons ces biais inconscients, c'est une première étape importante, nécessaire. Et le fait de mettre en place ce type de formation, qui est mis en place chez LVMH, mais comme dans d'autres grands groupes, hein, petits et grands, voilà, je salue l'initiative et c'était nécessaire et c'est une première étape vers plus d'avancées à venir. Merci. Laetitia ? Je pensais qu'on ne me poserait pas la question parce que je viens du secteur public. Moi, dans le secteur public. Mais non, en fait, c'était un petit mot un peu espiègle. Parce que dans la fonction publique, moi, ce qui me frappe, également en ayant été manager public pendant des années, c'est qu'il y a quelque chose qui est très fort et qui est un biais. Et qui est un biais pas forcément que inconscient, c'est le concours. C'est-à-dire qu'on a ce principe extrêmement fort du concours dans la fonction publique, concours qui est censé être l'incarnation de la méritocratie, quelles que soient les origines des personnes qui sont recrutées. Et on a aussi, de mon point de vue, dans la progression en fait des professionnels, un attachement très fort à la formation initiale qu'ils ont pu recevoir, alors que ces professionnels progressent, et que, de mon point de vue, pour ce poids du concours et le poids de la formation initiale, je trouve que la question de comment est-ce qu'on construit un collectif divers, un collectif inclusif, elle n'est pas suffisamment portée. Voilà, ça c'est mon point de vue. Alors il y a des collectivités, je sais qu'il y a je pense à nos amis de la FMD, il y a des collectivités qui sont de plus en plus actives sur ces questions-là, qui s'en emparent et qui essaient d'en faire un sujet managérial. Aujourd'hui, le constat, c'est que voilà, c'est un constat qui est le mien, mais qui, je pense, est partagé par d'autres personnes. C'est que cette question-là, elle n'est pas assez adressée dans la fonction publique, et que le poids en fait qu'on donne au concours, alors même que voilà, quand on regarde des études comme une étude récente qui a été faite sur l'ENA, donc sur d'où viennent socialement les élèves issus de l'ENA, à plus de 80%, les élèves issus de l'ENA sont enfants de cadres. Donc ça veut dire qu'on peut se dire qu'on a un concours qui est censé être méritocratique, mais que dans la population qu'on finit par avoir finalement et qui représente les postes les plus élevés, donc aussi la question de la représentation ou dans ce vers quoi on peut se projeter, on est dans une forme de reproduction. Alors, je rajouterais à cela une compétence clé, à mon sens, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup d'écoute. J'ai en tête la situation sanitaire aujourd'hui. Et Boris, il y a des collaborateurs, beaucoup qui travaillent de la maison. On a des femmes, des parents qui doivent jongler entre vie personnelle et vie professionnelle. Aurais-tu un commentaire à faire là-dessus, de comment toi tu as pu gérer, par exemple, pendant cette situation-là de travail à la maison, peut-être même en manageant des équipes à distance? Alors, je pense que la réponse est vraiment au cas par cas et très très individuelle en fonction des contextes familiaux, en fonction des contextes business, privés, publics. Là aussi, dans mon cas, c'était plutôt relativement... ça s'est installé, ça s'est mis en place assez facilement. Les réunions se sont naturellement transposées vers du virtuel. D'ailleurs, tiens, peut-être qu'avec Laetitia, on peut mentionner justement l'agilité qui a été nécessaire également au Club 21 pour finalement faire perdurer nos échanges entre les membres et avec les différentes personnalités que nous comptions rencontrer. On a basculé en fait assez rapidement sur des petits déjeuners en présentiel, des webinars. Donc ça s'est mis en place de manière assez naturelle parce qu'on s'adapte à tout en fait.
On est très très heureux de pouvoir nous retrouver dans des conditions assez strictes, mais pouvoir nous revoir, nous retrouver, rééchanger en présentiel. Ce mot est horrible, mais voilà. Mais on a basculé dans un monde qui était tout à fait nouveau. On s'en accommode, c'est comme ça. Donc on s'en accommode. On a mis en place ces petits déjeuners virtuels avec Laetitia au lendemain quasiment de notre prise de poste coprésidence. Donc il fallait vraiment, il était nécessaire en fait d'accélérer le club sans pouvoir nous retrouver. Il était nécessaire de travailler en équipe avec ce bureau du Club 21 sans pouvoir nous réunir. Compliqué quand on se connaît pas tant que ça finalement. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné et c'est même devenu un élément de boost de notoriété du club parce que via ces petits déjeuners virtuels, on a pu toucher non seulement les membres du club, évidemment, comme toujours, mais au-delà, en communiquant notamment via LinkedIn sur nos différents rendez-vous, en allant toucher des personnes qui finalement auraient été assez peu disponibles et qui tout d'un coup étaient dispo parce que confinées. Et nous avons pu échanger avec une série de personnalités passionnantes du monde de la culture, des médias, du monde politique, et échanger sur la diversité et leur sphère d'influence et rassembler encore plus autour du club. Donc, de cet inconvénient, de cet énorme changement de société, on a réussi à en faire à peu près une force pour le club, même si, évidemment, on est heureux de retrouver le présentiel, à distance, encore un peu. Mais voilà, il est important de se dire que de toute situation, en fait, on peut réussir à retourner et à changer la vapeur. Je reviens sur le concept de l'écoute. Encore une fois, en ayant la situation, on a des personnes qui sont angoissées de perdre leur travail aujourd'hui. Et je pense que j'ai envie de parler c'est un concept que j'aime beaucoup en ce moment, c'est l'écoute extrême. C'est-à-dire, il y a l'écoute active, mais c'est vraiment l'écoute extrême de l'autre en ce moment, l'autre qu'on ne voit pas. On a parlé tout à l'heure des différences visibles et invisibles. Il y a le handicap. On peut avoir des collaborateurs avec un handicap qui seront aujourd'hui obligés de travailler de la maison. Comment on s'assure, c'est une question, ça peut être un commentaire, mais comment les rendre... comment éviter qu'ils se sentent isolés, en fait? Parce que c'est aussi ça, l'inclusion. S'assurer que l'autre ne se sente pas exclu parce qu'on ne le voit plus. Il y a aussi la différence entre les introvertis et les extravertis. Pendant les réunions d'équipe, on parle de management inclusif. Un manager inclusif, c'est aussi quelqu'un qui s'assure que chacun puisse prendre la parole pendant une réunion. C'est-à-dire que celui qui ne parle pas, parce qu'il est introverti, comment on s'assure qu'il puisse prendre la parole? Aujourd'hui, on travaille à distance. As-tu des exemples de personnes qui, déjà, naturellement, n'osent pas prendre la parole? Comment tu t'assures qu'ils prennent la parole, par exemple, aujourd'hui? Il y a un travail systématiquement à faire en amont d'une réunion. Enfin, je ne vais pas revenir sur les pratiques managériales de base, mais qu'on soit en présentiel ou à distance, mieux vaut arriver un peu préparé à la réunion à laquelle on va participer. Donc et d'avoir un point de vue, c'est toujours mieux, en tout cas, d'arriver avec des questions, si c'est pas le cas. Mais de deux, surtout, je pense qu'aujourd'hui, les outils, Zoom, Teams et autres, sont plutôt correctement bien câblés, développés pour avoir ce système on lève la main virtuellement sur Zoom, par exemple, ce petit main bleu qui apparaît, etc. Donc, ça ne change pas nécessairement, ça ne fait pas des timides, des personnes moins timides, je pense, en étant à distance. Au contraire, parce qu'on n'a même pas la lecture du langage corporel qu'on peut observer sur les participants à une réunion quand on est dans une salle. C'est plus compliqué quand on est face à un écran. Ça ne change pas non plus la qualité de l'animateur de la réunion. Je pense qu'ici, il y a un élément qui est très, très, très important, qui est, tu parles d'écoute active et d'hyper-écoute, non, d'écoute extrême. L'animateur de la réunion doit, plus que jamais, quand on est à distance, il n'y a pas ce langage corporel, être à l'écoute et modérer les échanges. Hier, on s'est retrouvés pour un échange autour d'un événement Club 21 qui va se passer fin novembre. L'université du Club 21, le 27 novembre au Palais de la Porte Dorée. J'en profite pour faire un peu de pub. Grand événement autour de la diversité avec le Musée national de l'histoire d'immigration au Palais de la Porte Dorée, le 27 novembre. On s'est retrouvés et puis là, on s'est dit, waouh, c'est efficace. Qu'est-ce que c'est efficace? On s'est réunis de 20h à 22h et c'était efficace parce qu'en fait, on était tous autour de la table. On a redécouvert en fait la prise de parole partagée, un peu chaotique, passionnée.
c'est évidemment très très différent quand on enchaîne Zoom sur Zoom, c'est certain. Et en même temps, par Zoom, du fait qu'il ne peut y avoir plusieurs prises de parole en même temps, ça ritualise en quelque sorte la prise de parole. C'est que l'on doit s'efforcer d'écouter ce que l'autre a à dire avant de prendre la parole. Il y a des règles du jeu à mettre en place, en fait, dans le télétravail, et notamment dans la prise de parole sur Zoom, qui consistent, en fait, à être encore plus concis d'habitude, certainement, à attendre que l'autre ait fini de prendre la parole, certainement également, et l'animateur a ce rôle particulier de vraiment faire circuler la parole. Voilà. Sur ce point-là, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Laetitia, une idée ? Moi, je rajoute, vraiment, je vais être très, 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 très courte. Moi, je trouve que le confinement, en fait, je partage ce que dit Boris, c'est-à-dire qu'il y a aussi une écoute différente. Oui. Alors, je ne sais pas si elle est qualitativement plus importante, mais elle est différente, qui a pu s'instaurer. Et il y a aussi dans le fait de rentrer dans la vie des gens, dans l'appartement des gens, dans une vie où ils ont à la fois leur travail, leurs enfants, leur mari qui travaille sur autre chose, il y a cette nécessité d'être extrêmement attentif aussi à ne pas bouleverser les équilibres internes qui ne sont pas que professionnels de l'autre. Et je pense que la plupart des gens, pas forcément y arrivent, mais essayent de le faire. Donc il y a une prise en compte, en fait, d'un collègue, d'une relation de travail qui est finalement beaucoup plus complète que quand on est dans un bureau et quand on efface certaines choses de ce qu'on est. Quand finalement on est au travail, on est à la maison et qu'on travaille, il y a tous les autres aspects de la vie de la personne qui peuvent rentrer en compte. Il y a l'enfant qui pleure, voilà, ça nous arrive tous. Il y a un chat qui passe, ça m'arrive pour moi, c'est un moins impactant. Il y a quelqu'un qui se met à crier parce que c'est la vie. Voilà, il y a une entrée en fait dans la vie des autres qui fait que il y a cette attention particulière sur une altérité qui finalement est beaucoup plus large dans ce qu'on laisse passer que quand on est uniquement dans un bureau. Moi, je voulais juste rajouter une chose en fait sur le confinement, qui est pas tant sur comment j'ai travaillé, comment j'ai conçu ma relation professionnelle, que ce sujet en fait de comme moi, comme Boris, comme beaucoup d'entre vous, on avait le travail à la maison et on avait les enfants à la maison. Des enfants qui avaient des cours plus ou moins suivis, assidus, dématérialisés. Et le constat que moi j'ai fait assez vite, parce que j'ai une famille avec des niveaux de vie extrêmement différents. Et je savais, et j'avais en ligne régulièrement une partie de ma famille dont la vie quotidienne était un appartement exigu et dont le quotidien des parents était d'être très très en difficulté, voire même amoindri du point de vue de la vision qu'ils avaient en tant que parents parce qu'ils pouvaient pas aider leurs enfants à l'école. Moi, j'ai travaillé 10 ans en Seine-Saint-Denis dans le domaine social et j'ai tout de suite appelé mes collègues parce que c'est des moments aussi où on se rapproche de ses collègues et ce constat-là, voilà, que cette période particulière, elle met en fragilité aussi des enfants qui étaient déjà en difficulté sur les ressources éducatives. On revient à un sujet du club. On revient vraiment, Boris parlait tout à l'heure des deux préoccupations qu'on a. Une qui est très forte en matière d'égalité des chances, en matière d'éducation. On est sur un sujet sur lequel le club ne peut pas rester en fait sans réponse. Et ça nous permet de parler d'un projet qui est extrêmement important pour nous, qu'on va lancer prochainement, qui s'appelle le projet Éducation 21, et qui vise en fait à repérer au sein des territoires, non pas inventer, mais être vraiment dans la capacité à identifier des initiatives portées par des associations, par des profs eux-mêmes, qui fonctionnent. Et qui fonctionnent parce qu'elles sont innovantes et qu'elles ont un impact social. De pouvoir les financer, et aussi éventuellement de pouvoir les aider en équipement. La crise sanitaire a montré aussi que ce sujet d'équipement était loin d'être résolu. Et au-delà de ça, là où le club est vraiment innovant, c'est dans un accompagnement qui serait sur une période de 18 mois à 2 ans pour aider ces structures en donnant des parrains, des marraines, ce qu'on sait faire, en débloquant des stages et en aidant aussi les structures, quand elles en ont besoin, à améliorer leur modèle économique. Et là, le club est vraiment dans tout ce qu'il doit faire, c'est-à-dire une réponse à une question sociale qui est concrète. Un projet qui est simple en termes de montage, mais innovant finalement aussi en termes d'apport, et complètement en phase en fait avec ses missions d'égalité des chances dans un contexte où ces besoins-là sont plus que jamais d'actualité. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec la dernière question avant les questions de l'audience.
C'est une question sur la culture d'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est la place de l'inclusion dans les compétences managériales, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de l'extérieur en écoutant notamment une conférence, une discussion comme celle-ci. Mais quelquefois, il y a des cultures d'entreprise qui ne permettent pas de véritablement mettre en place certaines pratiques. Je le disais tantôt, toutes les entreprises, de par leur forme et de par plein d'autres paramètres, ne sont pas au même niveau de maturité sur ces questions liées à la diversité et l'inclusion. Et donc, j'aime bien une citation qui dit que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Tout le monde peut copier votre stratégie, mais personne ne peut copier votre culture. Et j'aimerais parler ici de l'exemple Pfizer. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on a une culture d'entreprise qui nous permet véritablement d'aborder ces sujets liés à la diversité et l'inclusion. Mais il y a 4 ans, certaines questions étaient même tabous au sein de l'organisation. Je parlais tout à l'heure des questions liées à la diversité ethnique, culturelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et clairement, d'avoir un mot comme l'équité dans la culture d'entreprise a permis à l'organisation d'être plus libre dans certaines discussions. Donc, de par votre expérience, Boris, Laetitia, Boris, tu as fait plusieurs entreprises. Quelle est pour toi la part de la culture d'entreprise pour arriver à faire certaines choses, notamment liées à la diversité et l'inclusion? La culture d'entreprise, culture et diversité. La culture d'entreprise, pour moi, elle imprime un mouvement travaillé de longue haleine et avec des perspectives également qui projettent l'entreprise dans son succès, dans sa dynamique, dans le long terme. J'ai travaillé dans les vins au sein du groupe LVMH chez Moët Hennessy. Et il y a cette dimension de temps qui est absolument fondamentale. J'ai travaillé auparavant dans les cosmétiques, chez L'Oréal, chez Estée Lauder. C'est pas du tout la même chose. Je parle pas du produit, hein. Je parle de l'élaboration du produit, de la fabrication, de la création. Il y a l'inspiration, il y a la création de tous ces savants, de tous ces esprits créatifs qui sont des œnologues, des directeurs artistiques, des chimistes. Mais quand vous avez une formule qui est au point, cosmétique, vous avez les ingrédients, vous avez le process industriel, vous avez la chaîne, toute la chaîne de valeur se met en place, vous appuyez quasiment sur un bouton et puis ça roule, c'est parti. Quand on parle de domaine viticole, pour prendre cet exemple, en fait, ça prend du temps et parfois, en fait, il faut pouvoir arracher des vignes pour en replanter des nouvelles et puis attendre 5 ans, 10 ans avant de produire vraiment un vin, un bon vin, un grand vin qui sera peut-être un jour un vin d'exception. Ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, on peut changer une culture, ça prend du temps. Et ça prend du temps, et j'allais dire, dans la majeure partie des cas, heureusement, parce que c'est justement souvent grâce à la force, à l'empreinte si forte de cette culture auprès des employés, et si forte même qu'en fait elle dépassera le cadre des employés pour aller au-delà de l'entreprise et marquer une société tout entière. C'est grâce à cette culture forte que l'entreprise réussira à accélérer ses parts de marché sur un marché donné, à pénétrer des nouveaux marchés et partir à la conquête du monde. C'est une force qui imprime le succès de l'entreprise dans le temps. Et le véritable succès sur le long terme, en fait, d'après moi, ne réside que lorsque cette culture est prête à s'imprégner de nouveaux leviers qui vont nourrir sa culture pour qu'elle soit encore plus forte et pour qu'elle nourrisse également la performance. Et c'est là qu'on retrouve les enjeux du club et c'est là qu'on trouve les enjeux de la diversité. Aujourd'hui, bien entendu, certaines cultures, on va parler des anglo-saxons, la culture anglo-saxonne versus une culture française, par exemple. On aura une logique qui sera un peu plus dans le communautarisme, dans les cultures anglo-saxonnes, et peut-être un peu plus dans l'intégration et voire l'assimilation dans une culture française. Il va falloir qu'on joue la diversité et qu'on la pousse à tous les niveaux parce qu'elle est bénéfique, quels que soient les cas, selon ces différents modèles. Mais un modèle de culture réussi, pour moi, c'est un modèle qui s'ancre dans le temps, qui va chercher loin ses racines et qui va réussir à les faire transpirer par
les ports de tous ses employés et qui en même temps aura cette intelligence et cette capacité à capter ce que la diversité pourra apporter de meilleur au bénéfice du sens que les employés cherchent de plus en plus au sein de l'entreprise et au bénéfice de la performance. L'un va de pair, strictement de pair avec l'autre. Je veux bien compléter, si tu permets, Alvin, pas sur le... j'ai pas quelque chose à ajouter par rapport à ce que dit Boris. Je trouve que c'est très clair et je partage. En revanche, ça permet de situer le positionnement du club. Boris le disait, c'est-à-dire que on est un do tank, et dans cette dimension de do tank, il y a cette question aussi de pouvoir donner des outils, donner des matériaux pour comprendre que ce sujet est un sujet d'intérêt global pour l'entreprise. C'est un intérêt en termes de valeur, c'est un intérêt en termes de performance à tout point de vue. Mais qu'en revanche, dans ce qu'on propose et dans ce qu'on conçoit comme outil, notre idée, c'est que ce soit des outils adaptables aux entreprises en fonction de leur culture, en fonction de leur spécificité et en fonction de l'endroit où elles sont. Les outils sur lesquels on travaille au club, ils ont vocation en fait à être déclinés à n'importe quel niveau de l'entreprise. On parle du baromètre. Le club fait un baromètre des entreprises du CAC 40 et ensuite du SBF 120. Parce que le qui embrasse trop mal les trains, je reprends une deuxième fois cette expression, et il faut que le club puisse avoir une cible parce qu'il ne peut pas tout faire. Mais que nous, l'objectif derrière, et c'est quelque chose qu'on porte auprès du gouvernement, c'est bien une possibilité de mesure de la présence de la diversité dans l'ensemble des entreprises, pour que chacune, à son niveau, puisse mettre en place un plan d'action concret. Il faut, comme les grandes entreprises, les petites ou dans le secteur public, savoir où elles en sont. On travaille également sur un pacte d'engagement. Boris, tout à l'heure, on mesure pour engager. On travaille sur un pacte d'engagement. Le pacte d'engagement, c'est à la fois mettre un niveau, de priorité suffisant et pas être juste dans une charte qui serait une espèce de bout de papier signé qui se donne bonne conscience ou qui affiche en fait une politique ou une volonté sans véritablement se donner les moyens. Donc nous, on parle de pacte parce qu'il y a cette exigence de faire. Et cette exigence de faire, on identifie des sujets importants à mettre en œuvre pour accélérer cette diversité. C'est la formation, c'est le recrutement, c'est aussi la présence d'un représentant en charge de la diversité au sein des entreprises. Mais une fois qu'on a dit ça, la manière dont on peut le faire, elle est complètement adaptable à la culture de l'entreprise et à ses spécificités. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc on travaille, je finis sur un dernier outil, on travaille sur un vivier des annuaires de la diversité. Le vivier des annuaires de la diversité répond à une question qui est commune à tout type d'employeur, c'est celle du vivier. C'est celle du « je voudrais bien, mais je peux pas parce que je n'ai pas encore dans mon vivier, je vais reprendre le même terme, des personnes qui sont adaptées ». C'est répondre. Là, on répond sur la question du conseil d'administration, mais on peut répondre aussi sur la question des comités exécutifs. C'est constituer des viviers de personnes issues de la diversité capables d'occuper des fonctions du plus haut niveau, mais comme aussi au sein des petites entreprises, avec des profils extrêmement variés. Ça, c'est un positionnement fort du club. On a ce sujet qu'on souhaite adresser. On a cette insistance sur ce sujet qui est global, en fait. Il est holistique dans ce qu'il apporte. Il apporte du social, il apporte de l'économique, il apporte aussi de la cohésion interne en termes de valeurs et en termes de cohésion d'équipe. Et nous, on apporte une compréhension des éléments pour comprendre ça et des éléments pour agir et faire en s'adaptant à la culture et aux spécificités de l'entreprise. Merci beaucoup pour ce commentaire. Nous avons des questions. Oui, une question qui revient sur la question de la culture d'entreprise. Et l'un de nos participants, nos participantes aimerait avoir l'avis d'Alvin sur ce sujet. Alors, l'avis d'Alvin sur le sujet, c'est clairement, Boris l'a dit tout à l'heure, d'abord la culture d'entreprise, c'est important. Et c'est au CEO, aux dirigeants, de porter le sujet d'abord. Moi, je prends l'exemple de Pfizer parce que je vois mon CEO être audible sur ces questions de diversité et inclusion, parce que d'autres dirigeants mondes sont audibles et visibles sur ces questions. De fait, à travers le monde, nous avons des référents diversité et inclusion partout dans le monde. En Europe, nous en avons. En France, nous en avons. La présidente France, Pfizer, elle-même porte
et elle non seulement assez audible sur ces sujets, mais s'assure que nous soyons en ligne avec la culture d'entreprise, qui est de s'assurer que chaque collaborateur Pfizer se sente non seulement valorisé, se sente accueilli, et que Pfizer soit un environnement de travail équitable pour tous. Donc je dirais que pour ce qui est de la culture d'entreprise, j'estime être privilégiée. Aujourd'hui, avec le confinement, tout le monde n'a pas la possibilité de travailler de la maison. C'est le cas pour moi, et de pouvoir avoir un manager qui me dit attention, si tu te sens fatigué, n'hésite pas à travailler autrement dans la journée. Je pense que c'est comment dire ça, un avantage fort et un signal fort de la culture d'entreprise. Ne serait-ce qu'en termes d'inclusion, on parle d'inclusion, d'avoir un manager qui me dit comment tu te sens, la seule question même de me demander comment je me sens. Et j'ai envie de prendre l'exemple après les événements George Floyd. Aujourd'hui, le monde entier aborde les questions liées à la diversité ethnique, à la diversité d'origine aussi, parce qu'il y a eu cet événement au niveau monde. Et on en parle de manière beaucoup plus libérée qu'il y a ne serait-ce que quelques mois. Moi, j'ai un membre du CODIR France avec lequel j'ai eu une discussion le seul fait qu'il m'appelle, qu'il me demande comment je vais suite à ces événements-là, l'individu que je suis, la personne que je suis, est touchée par cette attention-là. Donc, et je pense que c'est aussi le signal d'une culture d'entreprise qui est à l'écoute de l'autre. Alors, c'est un cheminement. Je ne dirais pas que nous sommes 100% excellents, mais c'est un cheminement. Et aujourd'hui, je pourrais dire que la culture d'entreprise de Pfizer me permet au moins de me sentir valorisée, de me sentir écoutée, et puis d'entrevoir un avenir meilleur pour moi. Et est-ce que vous avez un exemple concret de ce lien entre culture d'entreprise et inclusion? Alors, culture d'entreprise et inclusion, je prendrais l'exemple de la communauté LGBT+, dans la filiale France. La communauté LGBT+, a travaillé en étroite collaboration avec l'organisation L'Autre Cercle en France sur un survey, comment on dit survey, un sondage pour mesurer l'inclusion de nos collaborateurs issus de cette communauté au sein de Pfizer France. Non seulement c'est courageux, les résultats étaient satisfaisants. Certes, il y a encore 1 ou 2 points d'amélioration, mais pour moi, c'est un exemple de la culture d'inclusion d'une entreprise, de prendre à bras le corps les sujets certes difficiles, compliqués, pas confortables du tout, et de permettre à nos collaboratrices issues de cette communauté de pouvoir se sentir valorisées, écoutées dans l'entreprise. On a une question sur le rapport entre l'innovation et la diversité. Quel est selon vous le rapport entre l'innovation et la diversité d'une part, et comment mesurer l'impact de la diversité dans les processus d'innovation d'autre part? Alors, il y a 2 questions. La deuxième question, c'est strictement impossible. Mesurer l'impact de la diversité dans l'innovation. Alors, il y a peut-être des moyens. Il y a des études, mais c'est des perceptions. Je te laisserai peut-être alors. Non, on a le droit d'avoir des points de vue divergents. C'est ça aussi la coprésidence. non, mais je te laisserai compléter. De mon point de vue, sur ce deuxième point, il s'agit plus de perceptions liées à ce que la diversité apporte dans l'innovation. La première question, quelle était-elle, pardon ? J'ai zappé la première question. C'était quel est le rapport entre l'innovation et la diversité ? Merci. Ce rapport est essentiel. Si sur la deuxième question, je pense qu'il n'est pas évident de mesurer strictement la corrélation, mais je laisserai Laetitia compléter. Sur le premier point, ce rapport est essentiel, tout simplement parce que fonctionner avec des collaborateurs qui sont tous, pour caricaturer un peu le propos, mais clonés, vous mettez ces personnes ensemble et ça circule et ça crée en vase clos
sans strictement rien de sidérant au niveau de la création qui pourra sortir et au niveau de l'innovation réelle et disruptive. Je suis convaincu, je suis pas le seul. On l'observe de plus en plus et c'est un des grands avantages de la diversité et de l'inclusion, c'est qu'avoir des personnes aux profils différents, ça a été dit tout à l'heure, permet de booster l'innovation concrète, produit, parce que tout simplement, en fait, on a dans son équipe, on a dans sa task force des personnes capables de penser et de réagir comme les cibles clients qu'on pourra viser quand on va chercher à pénétrer un marché donné, par exemple. Il est nécessaire d'avoir des points de vue différents, il est nécessaire d'avoir des appétences différentes, il est nécessaire d'avoir des genres différents au sein de l'équipe pour pouvoir maximiser les chances de sortir un produit qui sera réellement disruptif. On peut très bien tomber sur une équipe de petits génies qui sera strictement issue de la même origine et qui sera capable, par chance et par travail certainement, de sortir une innovation impactante. Mais on maximise les chances, je pense, d'aboutir à une innovation vraiment disruptive si on a une équipe constituée de profils très différents. Voilà, c'est l'une des raisons qui est mise en avant pour pousser l'innovation, justement. C'est l'une des raisons qui a poussé Goldman Sachs a décidé d'accompagner ces entreprises qui ont au sein de leur COMEX des personnes issues de la diversité. Et je pense que la performance que l'on mesure, ce fameux plus 44% versus 13%, n'est pas étranger à l'effet, à la spirale vertueuse que provoque la diversité au sein des équipes. En fait, j'ai pas d'avis différent. Je vais essayer peut-être de compléter l'éclairage. En fait, sur la question, la première à laquelle Boris répondait, qui était celle, oui, la corrélation. Alors la corrélation, moi je pense je n'ai pas de chiffres en fait, c'est-à-dire la diversité, tant de diversité apporte tant de créativité. En revanche, je vais reprendre le parallèle avec l'égalité femmes-hommes. Alors là, les constats sont extrêmement nombreux, les études sont nombreuses, mais sont plutôt des études qualitatives qui montrent qu'en fait, en replaçant la question de la parité, les entreprises ont été amenées à revoir en fait l'organisation, les process, et ont souvent eu, voire quasiment tout le temps, des améliorations très nettes en termes de performance parce qu'il y a eu une créativité. C'est-à-dire que cette obligation, cette nécessité pour donner plus de place aux femmes de faire bouger l'organisation a obligé en fait à faire preuve de créativité ou en tout cas à changer l'organisation et les process de production et se traduit ensuite par des performances économiques plus importantes. Donc la quantifier d'un point de vue quanti, je pense que ça n'est pas la bonne approche, mais pouvoir l'analyser d'un point de vue qualitatif, ça je pense que c'est essentiel. Et sur la question de la diversité, le parallèle est le même. Donc il y a le chiffre assez massif de Goldman Sachs qu'on vous citait tout à l'heure, qui est tellement important quand il y a de la diversité dans un COMEX, plus 44% au bout de 4 ans, quand il n'y a pas de diversité, plus 13%. Il est illustré en France par d'autres chiffres. Deloitte a fait une étude, en fait, auprès de différents DRH, et 80% d'entre eux estiment que la diversité est un levier essentiel de performance et d'innovation. L'OIT a fait également des études et elle estime que pour 67% des entreprises, ça représente des leviers essentiels de créativité, d'innovation et de performance économique. Voilà, donc là, c'est davantage sur des aspects qualitatifs, mais je trouve qu'il faut, dans ce qu'on dit et dans l'analyse, être bien sur les deux. Parce que tout à l'heure, pour revenir au propos introductif d'Alvin, on parle de diversité, on parle de quantitatif, on parle d'inclusion, on est sur du qualitatif. Et il faut bien avoir comme horizon les deux. Et quand on analyse en fait la performance et ce que produit la diversité, on doit pouvoir regarder les deux. Et pour ajouter à cela, il y a McKinsey qui a fait une étude, je crois que c'est Diversity Matters, et c'est une bonne étude qui fait aussi la corrélation entre diversité et innovation en entreprise. Il nous reste 5 minutes. Je vais demander à tous les deux d'avoir un mot de fin.
Alors, le mot de fin, c'est que il me semble que dans les personnes connectées, déjà qu'on remercie Boris et moi de nous avoir écoutés, parce que ce sont toujours des temps de discussion pour nous importants de présenter ce que nous sommes et ce que nous vous proposons. Il y a ce message peut-être un peu plus particulier aux personnes qui occupent des fonctions diverses et variées au sein des entreprises en fait qui sont membres du MEDEF. Voilà, d'un appel à discuter avec nous, c'est-à-dire que le club, on se situe, et je tiens à insister dans ce mot de conclusion sur la dimension de proposer des projets concrets. Au sein des projets qu'on propose, on en a cité quelques-uns et finalement on n'en a pas beaucoup plus parce qu'on a décidé de se concentrer sur les projets les plus impactants. Et ce sont des projets impactants qui peuvent vous aider vraiment à la fois dans la compréhension du sujet, mais surtout dans la capacité à accélérer le sujet. Et dernier rappel, c'est que pour nous l'outil le plus important sur lequel vraiment, pour nous c'est la mère de tous les outils ou le socle pour pouvoir concevoir une politique efficace, c'est le baromètre. Donc il y a cette question du baromètre qu'on travaille aujourd'hui avec les entreprises du CAC 40 et on invite chacune d'elles, à nous contacter parce que c'est dans votre intérêt. On vous dit tout à l'heure, je ne vais pas vous refaire la leçon parce que on espère avoir été assez convaincant sur le lien avec la performance économique. On espère avoir été assez convaincant aussi sur l'idée que on est là dans une approche positive. On n'est pas là pour pointer ceux qui ne font pas. On est là pour aider tout le monde à s'améliorer sur la question et à pouvoir avoir une base zéro qui pourra permettre ensuite de voir des photographies, on espère, avec des améliorations et de partager des bonnes pratiques. Donc c'est quelque chose qui, je pense, touche là à des enjeux sociétaux qui sont pas du tout récents, qui touchent à des enjeux sociétaux qui ont pris un écho très très différent avec l'affaire George Floyd et qui touchent tout simplement à des enjeux de performance économique. Donc voilà, nous, le club, on a cette capacité à vous aider sur des outils simples mais dont l'impact sont puissants. Donc contactez-nous si vous souhaitez travailler avec nous. Nous contacter si vous souhaitez que nous travaillions ensemble sur des sujets. Tout à l'heure, on parlait de révélateurs. Si vous avez identifié des femmes au sein de votre entreprise que l'on pourrait accompagner, nous le ferons avec plaisir. 2, nous accompagner sur le baromètre. Laetitia a très bien expliqué. C'est un outil qui est absolument clé. Certaines grandes entreprises du CAC 40 sont déjà engagées et ont signé avec nous, donc accompagnez-nous. 3, vous remercier du fond du cœur pour cette invitation. Donc en fait, je répète strictement ce que Laetitia vient de dire. Parce qu'on est en binôme et parce qu'on est alignés, c'est une occasion pour nous de vous expliquer, de vous réexpliquer ce que fait le club, ce qu'est le club. Vous remercier pour votre écoute et remercier la FMD, remercier le MEDEF pour l'accueil, et puis Alvin et Gloria, Alvin Trémoulet et Gloria Fataki, backstage, qui ont organisé pour nous et préparé et animé cette intervention. Merci. Merci beaucoup et merci encore à Gloria, un plaisir d'avoir travaillé ensemble sur cet échange. Et puis pour finir, être inclusif, c'est un cheminement. Donc il faut s'entraîner à être inclusif. Pourquoi ? Pour juste ressembler à la France, à la société française, et puis pour avoir une entreprise plus performante. Merci à Maya également de l'AFMD. Alvin, Laetitia, Boris, merci de votre participation. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé, qu'on a peut-être entendues mais pas vues. Merci aussi au MEDEF de leur accueil à la FMD. Donc, pour les participants, les participantes, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser aux personnes organisatrices, donc soit du côté de la FMD ou du MEDEF. Pareil, comme le disaient Laetitia et Boris, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce que fait le 21e siècle ou être mis en relation, n'hésitez pas à en parler au MEDEF ou à la FMD. Donc vous recevrez une synthèse sous peu de l'événement ainsi qu'un replay du webinaire. Et donc n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit le MEDEF ou la FMD sur les réseaux sociaux, donc les classiques LinkedIn ou Twitter, pour avoir plus d'informations sur nos actualités. Merci à tous.